La guerre entre Visa et Mastercard fait rage depuis 60 ans déjà. Leur histoire est passionnante et permet de bien comprendre les avantages compétitifs qui leur permettent d'avoir des marges aussi insolentes. Alors aujourd'hui sur cette chaîne, je vais vous parler de l'histoire de la petite guerre entre les deux géants de la finance. Allez, c'est parti. Commençons par planter le décor. On est aux US dans les années 50. Les gens ont deux méthodes de paiement. Soit ils doivent payer en liquide, c'est encombrant, c'est peu pratique et surtout risqué de se promener avec de grosses sommes en cash. Soit ils doivent ouvrir un compte client auprès de chaque commerçant pour pouvoir acheter. Là, à nouveau, c'est ultra fastidieux. Chaque commerçant a donc son propre système de crédit pour lequel il faut déposer ses coordonnées et son propre cycle de facturation. C'est alors que le 18 septembre 1958, Bank of America lance sa propre carte de crédit, j'ai nommé la Bank AmeriCard à Fresno en Californie, avec une pratique aujourd'hui illégale, c'est-à-dire l'envoi massif de cartes de crédit qui fonctionnent pas juste une pub en fait. Ils ont envoyé des cartes à 65 000 citoyens non consentants. Plusieurs banques avaient déjà tenté l'aventure, mais elles ont été couronnées d'échecs, faute de ressources nécessaires pour un tel projet. La Bank of America a donc pu s'inspirer des échecs de ses prédécesseurs, de ce qui fonctionnait chez certains. Bank of America n'a pas choisi la ville pilote au hasard, c'est-à-dire la Californie. Déjà, elle y dispose d'une grande part du marché, 45%. La ville est suffisamment grande pour qu'une carte de crédit fonctionne, mais pas trop quand même pour limiter le coût du lancement. Et elle est isolée si le projet foire. À ce stade, Bank of America doit encore faire accepter sa carte par les commerçants locaux. Mais avec près de la moitié de la population de la ville armée de sa carte, les négociations sont courtes. Les premiers tests à Fresno se passent tellement bien que Bank of America cherche à étendre son réseau. D'abord à San Francisco, à Sacramento et puis à Los Angeles. Et en octobre 1959, c'est toute la Californie qui est saturée. 2 millions de cartes de crédit en circulation, 20 000 commerçants qui l'acceptent. Mais Bank of America a omis un détail dans sa distribution massive. Pour ceux qui sont dans le groupe, vous savez que j'avais posé cette question. Quel est le détail qu'ils avaient omis? Là, la réponse est toute simple, c'est la fraude. Ils s'attendaient à 4% de fraude, ils en ont eu 22%. Les commissariats sont débordés de plaintes pour fraude à la carte de crédit. Les journalistes et les policiers se défoulent et la Bank of America perd 20 millions de dollars. Vous ne voyez peut-être pas que c'est une grosse somme, mais actuellement, ces 20 millions de dollars valent 200 millions de dollars aujourd'hui. Donc, Bank of America s'est retrouvé dans de sérieux problèmes. Mais Bank of America ne se laisse pas démonter et persévère pour faire fonctionner le système. Et en mai 1961, Bank of America est rentable pour la première fois. Les rumeurs racontent l'inverse, mais fuité, Bank of America se garde bien de les corriger pour éviter d'attirer la concurrence. Et là, en 1966, la rentabilité massive du système est devenue trop difficile à cacher. Peu importe sa taille, chaque banque lance alors sa propre carte de crédit, mais elle se retrouve rapidement confrontée à un gros problème. Ouais, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1. La réponse, la législation fédérale de l'époque, qui empêche les banques d'opérer en dehors de leur état de résidence. Du coup, les clients ont le portefeuille rempli de cartes de crédit différentes, en espérant qu'au moins l'une d'elles fonctionne chez les commerçants. Tout ça pour se retrouver à peine plus loin que le point de départ. C'est alors qu'apparaissent les associations régionales de cartes bancaires. Ces associations s'occupent du travail de fond, c'est-à-dire l'administration, l'exécution et j'en passe, pendant que les banques distribuent les cartes. Pour ne pas se faire dépasser par ces associations, Bank of America commence à céder des licences Bank AmeriCard à plusieurs banques en dehors de la Californie. Et c'est en refusant sa licence à une banque new-yorkaise qu'elle fait naître son plus féroce concurrent. En effet, Bank of America a refusé de conférer sa licence à la Marine Midland Bank. Bon, vous ne la connaissez peut-être pas, mais la Marine Midland réunit alors plusieurs banques et associations régionales du nord-est des US et leur propose de s'unir, donnant naissance à Interbankcard.
l'ancêtre de la Mastercard en fait. Mais ce n'est pas le seul souci de Bank of America. Les banques disposant de la licence Bank America commencent à se plaindre des frais élevés facturés par Bank America pour les transactions entre les différentes banques. Sous la pression des autres banques et l'œil des régulateurs, Bank of America abandonne le contrôle du réseau. Bank America devient une coopérative entre les différentes banques et est chargée de la gestion, de la promotion et du développement du système. Le même sort attend la branche internationale du réseau en 1976. Toutes les opérations sont consolidées sous un nouveau nom, Visa, choisi pour sa signification internationale d'acceptation universelle. Mastercard subit les mêmes évolutions au cours des années 90. Bank America, Visa, évolution du logo. Et ce n'est finalement que la deuxième moitié des années 2000 que ces deux très belles entreprises entrent en bourse. Mastercard entre en bourse en 2006 et Visa en 2008, soit 2 ans plus tard. Depuis leur création et jusqu'à ce jour, les deux géants essuient les controverses, notamment dans la gestion de leur position dominante. Pourtant, ils restent indéboulonnables et leurs marges sont de plus en plus hautes que j'ai vu à ce jour des entreprises cotées. Alors, là, c'est la fin de cette petite vidéo sur la guerre qui existe entre Visa et Mastercard. Ici, on a pu retracer les origines de cette petite guerre et on comprend les raisons qui justifient les marges vraiment insolentes que ces deux banques ont. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à la liker.